Bonjour à Et je vais laisser tous. la main à Jérôme. Merci Anaïs pour l'invitation. Très heureux de co-animer donc ce webinaire sur une thématique qu'on a jugée importante de mettre en avant après le Green IT Day, qui est comment financer la décarbonation dans le secteur numérique, mais aussi comment recruter des profils pour avancer sur ces projets. Je ne sais pas si tu veux peut-être faire une petite introduction aussi, Anaïs. Euh, oui, l'idée, c'était aussi de mettre en avant notre partenariat avec Layton. Layton est aux côtés de Digital 113 depuis 3 ans et a mis cette année une offre particulière en place pour nos adhérents. Vous avez dû tous recevoir un mail, mais on n'hésitera pas à vous repartager cette offre. Mais là, on va parler du financement et de la décarbonation et du recrutement. Donc, je vais plutôt laisser Jérôme et les intervenants euh, amener le sujet et nous présenter les trois parties. Parfait, Anaïs, merci beaucoup. Donc, au sommaire de ce webinaire qui va durer, on va dire, à peu près 1 heure et demie, si c'est moins, tant mieux. Mais on laissera de la place pour les questions-réponses, bien sûr, au fil de l'eau et surtout à la fin de ce webinaire. On va d'abord présenter les différentes aides et subventions qui sont disponibles actuellement. Donc, on a la chance, je vous présenterai juste après, d'avoir Mathieu Larocque, qui est notre responsable aide et subventions au sein du cabinet. On réalise une veille avec son équipe mensuelle. Donc, on est vraiment à la pointe des dernières aides qui sont disponibles. Donc, on va vous les présenter sur la filière numérique et digitale. Après, on pourra faire un point avec notre entité Science Me Up, que je vous présenterai également juste après, sur le recrutement des profils donc scientifiques ou R&D à moindre coût pour renforcer vos équipes R&D sur les thématiques Green IT, mais pas que. Et on reviendra, bien sûr, avec ce fil rouge toujours du financement pour la décarbonation du numérique, sur des retours d'expérience intéressants qu'on jugeait pertinent de vous partager sur ces deux thématiques qu'on va évoquer. Et bien sûr, garder les questions-réponses pour la fin, mais on vous laisse aussi intervenir. Comme a dit Anaïs, c'est un Zoom interactif, donc n'hésitez surtout pas. Donc pour vous parler de ces sujets aujourd'hui, donc je vais me présenter rapidement. Donc, je suis responsable des partenariats au sein du cabinet. Ça fait presque 5 ans que je suis au cabinet Layton. Je suis basé à l'agence de Balma, qui est l'agence donc Occitanie Layton. Je suis accompagné d'un duo donc d'experts du cabinet. Donc je vais commencer par Mathieu Larocque, qui est responsable aide et subventions. Je vais peut-être lui laisser se présenter très brièvement. Oui, je te remercie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis responsable de la partie aide et subventions. Donc, ça fait plus de 10 ans que je travaille au sein du cabinet Layton. Et on travaille, voilà, on accompagne l'entreprise sur tout ce qui est aide directe pour le financement de leurs projets. Voilà. Merci Mathieu. Et également pour la partie recrutement, nous avons la chance d'avoir la présence donc de Jean-Yves Arouet, qui est donc consultant senior IT au sein de Science Me Up. Je te laisse aussi la main, Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc voilà, je suis consultant, je travaille au sein de Sciences MIAP, filiale du groupe Layton, sur de la consultance en recrutement, sur des profils Bac+5, Bac+8, tout domaine scientifique et technique confondu. Merci à toi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet Layton, donc même ça fait bientôt, ça fait plus de 4 ans qu'on est partenaire de Digital 113. Donc vous m'avez peut-être croisé certains d'entre nous sur des événements de Digital 113, mais pour résumer, on est un cabinet donc, qui a été créé en 1997, cabinet français spécialisé dans la performance financière. Donc, pour accompagner nos clients au quotidien, on a la chance maintenant d'avoir une équipe de plus de 3000 personnes réparties sur 13 pays. Donc, on a quand même presque un tiers de l'effectif qui est en France, réparti dans nos 9 agences. Pour parler plus précisément de l'agence donc, régionale de Layton, qui est à Toulouse, donc plus précisément à Balma, on a à peu près 50 collaborateurs qui sont donc, pluridisciplinaires, avec une équipe commerciale et une équipe conseil. Donc, ça nous permet de réaliser donc, avec ces équipes plus de 10 000 missions par an et de réaliser, comme vous pouvez le voir, de grosses économies pour nos clients. Comment on intervient chez nos clients? Donc, on a 4 axes principaux d'intervention.
Un premier, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être sur l'innovation. Donc, innover et gagner en compétitivité, avec, bien sûr, comme vous avez vu aujourd'hui, on va spécialement s'arrêter sur les aides et subventions et le recrutement dans la filière numérique. On ne peut pas dissocier cela aussi des dispositifs comme le crédit d'impôt recherche et innovation, le statut GUI pour certains de l'IP-Box. Donc, ce ne sera pas la thématique forcément aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par la suite, je vous présente aussi les 3 autres accompagnements possibles qui sont liés bien sûr à la décarbonation, donc pour diminuer son empreinte carbone. Nous avons des équipes d'experts qui peuvent, en plus de réaliser des bilans, intervenir sur les quotas carbone, la contribution volontaire, et aussi plus récemment l'éco-emballage ou des sujets de ce style-là. Nous avons aussi une équipe spécialisée sur l'énergie. Donc, vous voyez différents accompagnements possibles. Et une équipe spécialisée sur la partie charge sociale et fiscalité de l'entreprise. Donc, le but n'est pas de parler de Layton plus longtemps. Vous avez compris donc, les missions principales du cabinet. On a à votre disposition des questions sur ces autres accompagnements par la suite. En introduction, je dois encore présenter SAEUS-MIAP, pardon, avant l'introduction. SAEUS-MIAP, donc représenté par Jean-Yves Arouet aujourd'hui, a rejoint, donc c'est une filiale du cabinet Layton, du groupe, qui a rejoint donc, le groupe il y a 5 ans. Ils sont composés de 8 personnes à l'origine de ce cabinet, spécialisé dans le recrutement de profils scientifiques et techniques Bac+5, Bac+8, sont à l'origine des docteurs, donc fondés par des docteurs. Le reste de l'équipe sont ingénieurs, comme Jean-Yves, et ils sont donc pluridisciplinaires. Ils peuvent couvrir toutes les typologies d'activités, mais c'est une ressource qui est très rare en France. Ils vont être spécialisés sur les profils scientifiques. Donc, on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais des thèses CIFRE, en passant par les jeunes docteurs, des PhD, et également des profils ingénieurs très pointus dans leur domaine. Donc, c'est une ressource très précieuse au sein du cabinet qui permet de venir consolider, structurer les équipes de nos clients, en plus de les accompagner sur la partie financement. Pour introduire donc ce webinaire, on a fait très simple. On a mis en avant 3 thématiques principales qui sont des enjeux pour vous aujourd'hui, entreprises du numérique. Tout d'abord, depuis la création de France 2030, l'objectif est très ambitieux. De nombreux fonds, donc à peu près 5 milliards d'enveloppes a été mis à disposition par l'État pour venir, on va dire, accélérer les projets des entreprises du numérique pour devenir un leader mondial dans le domaine. Que ce soit la cybersécurité, l'IA, mais aussi le numérique au sens très large. On a la chance d'avoir un gouvernement qui met les moyens pour aider ces entreprises. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est le but de ce webinaire, c'est comment maximiser l'obtention de ces aides financières pour soutenir vos projets innovants. Obtenir les bons financements au bon moment. Donc, c'est la première thématique. Deuxièmement, on a mis en avant aussi, et c'est lié donc à la présence aujourd'hui de ScienceMeUp, c'est qu'on a une explosion des demandes de profils qualifiés dans le domaine du numérique, mais un manque drastique de ressources. On a une projection qui est à peu près 230 000 recrutements d'ici 2027. 2027, c'est demain. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de quoi couvrir tous ces besoins en recrutement. Donc, la problématique des entreprises aujourd'hui, c'est comment, par rapport à un milieu très concurrentiel, attirer, recruter et surtout fidéliser des talents qui se font rares sur le marché, qui sont très volatiles également. Troisième point important, et là vous comprenez tout le sens du sujet principal qui est de décarboner dans la filière numérique, c'est que c'est une filière qui était à la marge émettrice de gaz à effet de serre et qui a presque triplé d'ici 2040 ses émissions de gaz à effet de serre, par le fait que, je ne vous apprends rien, que les ressources nécessaires au secteur numérique sont de plus en plus importantes et très consommatrices d'énergie et émettent du coup beaucoup de carbone. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est aussi comment par des projets on peut décarboner cette industrie en croissance et surtout comment se structurer et financer ces projets grâce à l'aide, pourquoi pas, de Layton. Donc, le but, c'est de
de vous expliquer comment on s'y prend. Voilà, j'ai fini pour cette introduction. Je vais laisser la parole à nos experts. On va démarrer par Mathieu Larocque qui s'est présenté sur la partie aide et subventions. Bon webinaire à tous. Je te remercie, Jérôme. Du coup, je vais vous présenter les principaux axes de financement aujourd'hui sur cette thématique-là. Je vais peut-être repasser, s'il te plaît, à la slide suivante. Et avant tout, je vous rappelle quelques éléments clés concernant le programme France 2030. Je pense que tout le monde a entendu parler. Toujours bien d'avoir un petit rappel. Donc, c'est un programme qui a été initié en 2021 et qui rassemble aussi maintenant l'enveloppe du PIA 4, hein, les investissements d'avenir en volet 4, et qui s'organise en fait sur une dizaine d'objectifs et sur 6 leviers stratégiques majeurs. Et l'enveloppe globale qui a été mise en place par le gouvernement, elle se porte à près de 54 milliards d'euros, donc c'est une enveloppe conséquente. Et dans les axes stratégiques de financement, on va retrouver un volet sur la décarbonation hein, avec plus de 5,5 milliards d'euros. Donc, on va retrouver là-dedans, évidemment, la décarbonation des industries lourdes, notamment avec des dispositifs Decarbend et autres. Mais également aussi, on a un volet sur le numérique avec près de 3 milliards d'euros de financement prévu sur la durée du programme. Peut-être tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît, Jérôme. Donc derrière ce programme de financement, il y a une organisation particulière, notamment sur tout ce qui est le financement de l'innovation. Le gouvernement a voulu ou a souhaité mettre en œuvre des stratégies accélérées, ciblées d'innovation sur des thématiques clés. Donc il y en a plus d'une vingtaine. Là, je ne vous ai pas toutes citées. Et donc, il y en a une qui va concerner le numérique responsable. Et donc, concrètement, ça veut dire que l'État, avec aussi l'aide d'acteurs de la filière, ont défini les enjeux clés sur ces thématiques-là et les axes de financement prioritaires. Et donc, je vais mettre l'accent maintenant sur voilà, 2 dispositifs principaux en lien avec la thématique du numérique responsable qui pourront éventuellement vous concerner. Donc, le dispositif Econum, qui est porté par l'ADEME et qui, lui, a une date de relève là, fin novembre et une prochaine en février, donc qui reste adressable. Et un dispositif aussi orienté sur les réseaux du futur, les réseaux 5G et 6G, qui a une date de relève pareil en novembre et aussi en février. Donc, ce sont ces 2 dispositifs-là que je vais vous présenter plus en détail. Et je vais également aussi évoquer avec vous des dispositifs plus génériques sur lesquels les projets en lien avec la décarbonation du numérique peuvent être aussi présentés et financés et qui sont portés par la région ou par l'État en coordination avec la région. Donc d'abord, peut-être pour démarrer par le premier dispositif qui s'appelle le dispositif Econum. Concrètement, il porte sur le développement d'une économie circulaire autour du numérique avec un moindre impact environnemental. Le constat qui est fait par l'ADEME dans le contexte lié à cet appel à projet-là, c'est le constat qui vous a été présenté par Jérôme, hein, c'est que le numérique en France, finalement, ça a un impact ou une empreinte environnementale, on va dire, qui est significative et qui va tendre à croître fortement. Aujourd'hui, c'est 2,5% de l'impact carbone global national. Et au niveau de la consommation d'électricité, c'est près de 10% de la consommation électrique. Et donc là, vous avez des petits schémas qui illustrent à gauche l'impact carbone des différents sous-éléments. Vous voyez que les équipements, les terminaux, ça représente près de 80% de l'empreinte carbone, hein, et les data centers, environ 16%. Voilà. Et le reste, c'est sur la partie réseau. Et quand on analyse, alors, t'es passé un peu vite, voilà, merci. Quand on analyse quelles sont les étapes du cycle de vie qui sont les plus émettrices finalement de CO2. On se rend compte que c'est la partie fabrication qui représente 80% finalement de l'empreinte environnementale, que ce soit émission de CO2 ou consommation de ressources, hein, et l'utilisation 20%. Voilà, et très peu finalement pour la distribution. Et donc c'est fort de ce constat-là que l'État a mis en place une stratégie autour du numérique responsable qui a plusieurs axes d'intervention et un axe va porter sur justement favoriser l'innovation autour de l'économie circulaire et cet appel à projet Econum est clairement rattaché à cet axe d'intervention. Donc par la suite, je vous présente les 3 axes qui vont être financés au travers de ce dispositif-là. Je les ai
intentionnellement, on va dire, détaillé pour que vous ayez des exemples d'axes de financement ou d'axes de projets qui sont financés. Donc, vous avez 3 grosses thématiques, l'éco-conception, le réemploi et les modes de production. Alors, vous aurez accès aux slides, donc, mais je vous les énumère très rapidement, hein. Sur la partie conception, on va faire financer finalement tout ce qui est infrastructure numérique responsable avec, par exemple, des centres de données plus efficaces énergétiquement, avec des innovations notamment sur la valorisation ou l'usage de la chaleur fatale pardon, émise par ces centres de données-là, quand c'est pertinent. On aura aussi, par exemple, des projets attendus sur l'optimisation des échanges de données, ou encore la conception d'équipements plus durables, sur les terminaux, les écrans, les téléviseurs, les tablettes, etc. Aussi tout ce qui est optimisation des systèmes d'information. On parle beaucoup de edge computing. Là, l'idée, c'est de développer du edge computing avec des réflexions sur les impacts environnementaux. Et également aussi, ou plus globalement, on va dire toutes les solutions aux produits sobres en énergie et en ressources, avec la notion notamment de développer des solutions opérées au juste besoin ou des logiciels plus sobres en consommation d'énergie. Voilà un peu tout ce qui est le volet éco-conception à titre d'exemple. Vous aurez compris que dès lors que vous avez un projet qui vise à développer des solutions qui consomment moins d'énergie, moins de ressources, vous êtes éligible sur ce dispositif-là. Sur la partie réemploi et reconditionnement, et finalement, ça va être des nouveaux procédés innovants sur cette thématique-là, hein, réparation, reconditionnement, collecte et préservante. Également des solutions innovantes facilitant l'accès et également la production de pièces détachées. Et aussi tout ce qui va permettre d'améliorer la qualité des produits réparés ou reconditionnés. Là, il donne des exemples à titre d'indication, tout ce qui est automatisation des tests, robotisation sur le démontage et la réparation. Et le dernier volet, lui, porte sur la partie mode de production qui se veut plus responsable. Donc, tout ce qui est innovation frugale, c'est-à-dire à faire mieux avec moins, en fait. Tout ce qui est solution innovante de service dans le domaine du numérique et s'inscrivant dans l'économie de la fonctionnalité, où là, on va finalement valoriser plutôt l'usage que la vente d'un bien. Et le dernier item va porter sur tout ce qui est solution innovante dans les moyens de production et permettant de constituer une offre de service, finalement, qui va intégrer les principes de l'économie de la fonctionnalité et du low-tech. Et donc là, on est encore finalement aussi dans une notion derrière de faire mieux avec moins ou d'utiliser des technologies finalement qui sont un peu moins sophistiquées, plus accessibles, plus facilement recyclables. Voilà un peu les 3 axes de financement sur ce dispositif-là. Sur les principes de fonctionnement ou les éléments clés à retenir, là, je vous ai mis la synthèse proposée par l'ADEME. Vous voyez que là, on va pouvoir déposer des dossiers qui se seuls ou avec des partenaires. Là, les consortiums vont être limités à 5 partenaires. En termes d'enveloppe budgétaire attendue, c'est quand même assez large. On peut déposer des dossiers qui font des budgets de 300 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros. Et en termes de typologie d'acteurs éligibles sur ces dispositifs-là, on peut avoir tout type d'entreprises, également des associations, également des partenaires académiques qui peuvent être financés sur ces dispositifs-là. Il y a une notion clé, vous l'aurez compris, c'est l'analyse de l'impact environnemental ou les bénéfices environnementaux apportés par votre projet. Donc là, va être attendu dans votre dossier de candidature une première analyse, une empreinte projet de niveau 1. Donc une analyse simplifiée des impacts environnementaux ou des bénéfices apportés par votre projet. Et en termes de typologie de dépenses éligibles, donc on retrouve on va dire l'ensemble des coûts qui peuvent être financés par l'ADEME, donc les dépenses RH avec les salaires, également des frais connexes forfaitaires, la sous-traitance, vous devez faire appel à des prestataires de services. Aussi, vous pouvez faire financer des équipements sous la forme de dotation aux amortissements et également la refacturation interne ou encore les frais de mission et autres frais d'exploitation liés au projet. En termes de financement, je détaille plus par la suite, peut-être tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Jérôme. Le financement sur ce dispositif-là va comporter un volet de subvention et d'avance récupérable, et sachant que ce sera majoritairement de la subvention. Voilà, la partie avance récupérable sera plafonnée à 40% de l'aide. Et donc là, je vous ai mis les taux de financement en fonction du statut d'entreprise. Donc, vous verrez que
Vous comprendrez que le taux d'aide va varier selon si vous êtes une petite entreprise, donc moins de 50 personnes, une moyenne entreprise, donc jusqu'à 250 personnes, et au-delà, catégorisé comme grande entreprise. Donc les taux ne sont pas les mêmes. Et également, il y a une bonification en fonction si c'est un projet individuel ou collaboratif. Donc le taux d'aide est plus important. Et également en termes du type d'activités qui vont être financées. Plus le niveau de maturité ou on est sur des recherches amont, type recherche industrielle, le niveau de financement est plus élevé. Et dès lors qu'on avance, qu'on se rapproche de développement de la mise sur le marché, on parle plus de développement expérimental et là, le taux de financement est un peu plus bas. Voilà les principes, on va dire, à retenir de financement sur ce dispositif-là et qui est commun sur la plupart des dispositifs, par ailleurs, France 2030. En termes de calendrier, hein, donc important pour vous à garder en tête, donc il y a deux relèves à venir, hein. Une pour fin novembre, donc là, ça va être un peu compliqué en termes d'échéance. Par contre, celle de février est totalement adressable. Un des principes qui est mis en place par l'ADEME, c'est qu'avant de déposer, il faut en amont, finalement, euh, déjà présenter une première ébauche du projet, donc organiser un dossier de pré-dépôt avec l'ADEME pour avoir leur validation ou leur conseil aux préconisations avant de déposer le dossier complet. Donc voilà, et ça, cette rencontre avec l'ADEME doit avoir lieu à minima un mois avant la date de dépôt. Donc voilà, c'est le point essentiel de calendrier de dépôt. Une fois que le dossier est déposé, il y a la période d'instruction avec des auditions qui sont organisées des porteurs du projet, expertise avec des experts mandatés par l'ADEME, hein. Et une fois que vous avez la décision de financement, donc sachant que la partie instruction dure environ jusqu'à 3 mois, hein, après le dépôt. La partie finalement contractualisation, ça peut aller finalement jusqu'à 3 mois après la date de notification. Donc au global, il faut compter à peu près 6 mois après la date de dépôt pour avoir la contractualisation, le versement de la première tranche de l'aide. Voilà pour les jalons clés à retenir. Et donc là, je voulais également vous présenter de façon plus synthétique un autre dispositif qui est en lien aussi avec le numérique responsable, hein, en partie. Donc, qui, lui, va concerner spécifiquement les réseaux. Donc, on parle du futur 5G et 6G. Donc, en termes de bénéficiaires attendus, donc là, pareil, c'est assez similaire à ce qui a été présenté précédemment. Tout type d'entreprise, seul ou en collaboration, peut bénéficier de ce dispositif-là. Sur les collaborations, ça peut aller jusqu'à 10 partenaires en tout sur le projet. Les budgets doivent être assez ambitieux, donc plus de 2 millions d'euros de dépenses à venir. 1 million d'euros si c'est une PME qui porte le dossier seul. Et s'il y a des collaborations, il faut absolument qu'il y ait une PME ou une ETI dans le consortium. En termes de dispositifs de financement, enfin, ou de modalités de l'aide, on est de façon on est assez similaire à ce qui a été présenté précédemment, avec des taux qui vont varier entre 25% et 80% de financement, en fonction de, vous l'avez compris, de votre statut, du caractère collaboratif ou non du projet. Et on est sur un mix de subventions et d'avances remboursables, sachant que là, la part de subvention, elle est de 60% si on est sur du développement expérimental et 75% si on est sur la recherche industrielle. Voilà un peu pour les principes clés de financement. En termes de, pardon, excusez-moi Jérôme, juste sur les thématiques clés attendues, ou les projets attendus finalement, quel type de projet vous pouvez faire financer sur ce dispositif-là. On va vraiment cibler là des dispositifs d'envergure, hein. Vous avez des budgets à plus de 2 millions d'euros qui vont durer d'1 an et demi jusqu'à 5 ans. Et il y a 3 grosses thématiques qui est ciblée, dont une thématique sur l'amélioration de l'impact environnemental des réseaux télécoms. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler aujourd'hui, avec la maîtrise des consommations énergétiques des réseaux, également la prise en compte des enjeux de l'éconception des matériels qui vont constituer les éléments de ces réseaux-là. Voilà, et en termes de date butoir, on a le 15 novembre et le 28 février. Voilà, donc cette fois-ci, là, j'ai terminé avec ces deux dispositifs nationaux en lien avec la stratégie pardon, du numérique responsable. Également, donc, en parallèle de ces dispositifs nationaux, vous allez avoir des opportunités de financement qui sont plus génériques, que je vous présente là, qui vont être ciblées sur la région Occitanie. Vous avez à titre d'exemple le contrat d'innovation, le contrat 3S volet d'innovation et également le dispositif ou l'action projet d'innovation du France 2030 régionalisé.
Donc, sur ces dispositifs-là, vous pouvez candidater seul en collaboration. Donc, les 2 premiers que j'ai cités sont ouverts à la collaboration. Le 3e ne l'est pas. Et ils vont différencier par le type de budget attendu. D'accord? Sur le contrat innovation, le seuil minimum, c'est 40 000 euros. Le contrat 3S volet innovation, c'est un seuil minimal à 1,5 million, 3 millions si vous êtes une ETI. Et sur le contrat, sur les projets d'innovation France 2030 régionalisés, on a des budgets minimums à 150 000 euros. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que en fonction de l'ambition de votre projet, vous allez trouver un dispositif régional qui peut financer votre projet. Les taux d'intervention varient sensiblement d'un dispositif à l'autre. Juste là, il y a une petite erreur sur le volet d'innovation. L'aide, elle n'est pas plafonnée. Voilà. Sur les 2 autres, elles sont plafonnées, mais ça, on le rectifiera avant de vous envoyer le support. Voilà les informations génériques à garder en tête. Donc concrètement, comprenez bien que vous avez 2 volets, le volet national et le volet régional pour faire financer votre projet. Et sur le volet régional, je vous présente donc par la suite peut-être, Jérôme, voilà, les axes stratégiques de la région, donc qui vont être regardés pour évaluer votre projet. Il faut que votre projet s'inscrive dans ces axes-là. Donc c'est assez varié. Tout le monde peut y trouver son bonheur, hein. Et il y a un axe sur le numérique, notamment avec l'enjeu pour la région de développer un territoire numérique éthique et souverain, et avec une notion de tout ce qui est autour du big data, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité qui vont, on va dire, être favorisés en termes de financement. Voilà pour les principaux dispositifs dont je souhaitais parler avec vous aujourd'hui. À retenir les points clés d'évaluation. Donc, comprenez bien que les 2 volets vont être évalués quand vous déposez une demande, à la fois votre entreprise et votre projet. Sur le parti projet, ce qui va être regardé, c'est le niveau de rupture d'innovation, votre niveau de maturité, d'où vous partez, où c'est que vous voulez aller, et les ambitions et les retombées. Donc, les retombées économiques du projet, les retombées environnementales, évidemment, du projet. Et également la cohérence du planning. Pensez bien à déposer la demande de financement avant d'engager les principaux travaux sur votre projet. Ça, c'est un point clé à retenir. Et sur l'entreprise, ce qui est évalué, c'est votre statut, hein, parce que vous avez compris que l'aide est dépendante du statut d'entreprise. Et votre capacité financière aussi à porter le projet. Il y a une notion claire à retenir là, c'est finalement la notion des capitaux propres, hein. L'aide est souvent limitée à votre montant à votre niveau de capitaux propres. Donc là, c'est des notions financières à avoir en tête. Et également, votre capacité opérationnelle va être évaluée, c'est-à-dire on va regarder l'équipe projet, comment elle est constituée et comment il va évoluer, et est-ce que vous serez à même de porter le projet avec l'ambition que vous présentez. Et nous, comment finalement on peut vous accompagner sur ces sujets-là? Très rapidement, nous, on a une méthodologie d'accompagnement qui va comprendre plusieurs étapes. La première étape, ça va être de bien comprendre et d'analyser votre projet, de vous préconiser quels sont le ou les dispositifs de financement les plus adaptés. On vous accompagne également sur la partie montage du dossier de financement et sur la gestion du projet éventuellement, si c'est nécessaire, pour vous aider à, on va dire, optimiser le suivi administratif et financier pour que vous puissiez vous focaliser essentiellement sur la partie technique et R&D du projet. Et évidemment, les bénéfices de notre action vont être multiples. On va vous aider à structurer votre projet, on va vous faire gagner du temps, on va vous faire en sorte aussi d'améliorer vos chances de succès. Et on a un vrai rôle de chef d'orchestre finalement. Et on peut aussi intervenir dans la recherche de partenaires si c'est nécessaire au travers de notre réseau client et ou des écosystèmes avec lesquels on travaille. Et je crois qu'il y a une dernière partie voilà, sur la façon de collaborer. Ce qu'il faut retenir finalement sur la partie montage du dossier, c'est qu'on fonctionne sous forme d'atelier et avec une vraie collaboration finalement. On n'est pas là pour monter le dossier ou de vous créer un projet de R&D. C'est vous qui portez votre projet, qui connaissez votre projet. L'idée, c'est que ce soit une collaboration efficace et pertinente et qui vous permette d'avoir un dossier le optimisé et dans les meilleurs délais possibles. Voilà. Donc, il y a une vraie coopération qui se fait entre vous et nous. Et je passe la main du coup. Je passe à Jean-Yves qui va vous parler Ouais, plutôt, c'est ça. lui, de la partie recrutement. Parfait. Merci Mathieu. Vas-y Jérôme, voilà. Euh, Tu peux passer, oui, voilà, parfait. Donc oui, comme le disait Jérôme lors de sa présentation de Sciences MUEP, en fait, l'objectif premier de la filiale, hein, c'était
de faire connaître les profils de docteurs pour favoriser leur intégration dans le milieu industriel français. C'est malheureusement une ressource qui est assez méconnue et peu exploitée. Pourtant, c'est une ressource qui amène une vraie expertise technique, mais pas seulement. Ce sont des personnes qui sont capables de mettre en place une solution à toute problématique, hein, et aussi, effectivement, d'encadrer et de manager des équipes de R&D. Donc, pour vous donner un petit peu de données, il y a quand même 14 300 docteurs qui sont diplômés en France chaque année, avec 6 500 docteurs dans les sciences et les interactions. Donc, on parle là des sciences dites dures, hein, maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. 2 800 en sciences du vivant, donc c'est plutôt le volet santé, biologie, agronomie et écologie aussi. Et 5 000 docteurs en sciences humaines et sociales, donc les sciences de la société. Vas-y, Jérôme, tu veux passer? Voilà. Alors, effectivement, manager ces équipes de R&D, il faut trouver un bon compromis. Les ETI et les grands comptes sont 2 fois plus nombreuses à innover que les TPE. Pourquoi? Plusieurs raisons, évidemment. Une première raison économique, hein. Effectivement, ce sont des entreprises qui disposent de ressources financières et humaines bien plus importantes que les TPE, ce qui leur permet évidemment d'investir davantage sur de la R&D et aussi de recruter des talents spécialisés dans le domaine. Il y a un plan stratégique aussi. Ce sont souvent des entreprises qui sont beaucoup plus confrontées à la concurrence, qui est plus intense à leur niveau. Donc, l'innovation est un moyen de se démarquer et de maintenir la compétitivité. Et puis, il y a un plan culturel, bien évidemment, qui en découle, hein. La culture d'entreprise fait dans ces grands groupes que l'innovation est souvent quand même plus valorisée que dans les TPE. Bon, on se rend compte aussi que seulement 30% des PME ont une équipe de R&D, ce qui veut dire 70% n'en ont pas. C'est important de comprendre les raisons. Bon, Ça n'intéresse aussi personne. la taille de l'entreprise fait que, évidemment, ils ont moins de ressources financières, hein, et aussi moins de personnes à l'intérieur de ces entreprises qui soient capables de recruter des profils, ce type de profil en tout cas, qui est assez spécifique, hein, et qui demande une vraie expertise en recrutement. Et puis, bon, bien évidemment, une culture d'entreprise, là aussi, qui est beaucoup moins orientée sur l'innovation. Il y a aussi 50% d'entreprises qui n'innovent pas par manque de financement, donc souvent par méconnaissance, hein, de tous les dispositifs de financement de la R&D, comme vient de l'exposer Mathieu. C'est vraiment dommage parce que donc effectivement cette innovation, cette recherche vous permet, ou en tout cas permet à ces entreprises de vraiment se démarquer par rapport à la concurrence et aussi de travailler leur image de marque sur le marché. Une autre valeur ajoutée aussi d'avoir une équipe de R&D bien structurée et bien managée, c'est que donc elles sont capables de travailler sur des technologies qui sont en phase avec les besoins du marché. Ce qui est très important parce que ça vous assure une compétitivité et un gain économique certain. Jérôme, tu peux passer, s'il te plaît, à la slide suivante. Donc alors, effectivement, il faut attirer ces profils, savoir les recruter et surtout les fidéliser. Un vrai levier, et ça je me rends compte de plus en plus, c'est des entreprises qui ont justement, le Green IT en fait partie, des projets qui ont du sens. Donc, par exemple, c'est au bout du jour, évidemment, la dépollution, la décarbonation, mais donc vraiment, c'est au cœur des préoccupations de ce type de profil. Donc, 70% des jeunes sont prêts à refuser de travailler pour une entreprise polluante. On a déjà eu le cas, nous, enfin moi personnellement, de gens qui refusaient par rapport au domaine de l'entreprise et au projet qui leur était présenté. Donc ça, le Green IT est un vrai levier, en tout cas. Un deuxième levier, c'est aussi le fait que ces entreprises, 37% en tout cas, se rendent compte de plus en plus que l'innovation leur génère un vrai bénéfice environnemental. Donc, il peut se traduire par une réduction de la consommation d'énergie, d'eau, de matières premières, une diminution des émissions de gaz à effet de serre ou une amélioration du recyclage des déchets. Bref, il y a un bénéfice environnemental, mais qui se traduit aussi par un bénéfice sur l'image de marque de l'entreprise et son positionnement donc au niveau du marché, qui sont là aussi des leviers pour attirer ces profils.
Ce qui est dommage, c'est qu'un quart des entreprises n'innovent pas par manque de personnel qualifié. Là aussi, on touche au recrutement, notamment. Il faut, ce type de profil demande une expertise en recrutement qui est particulière, ne serait-ce que aussi sur la recherche, mais sur leur qualification. Donc souvent, beaucoup d'entreprises manquent de profils qualifiés pour recruter ce type de personnes. Et il ne faut pas mésestimer aussi la fidélisation de ces salariés. Le coût du départ volontaire des personnels de R&D est 6 fois plus élevé que celui du personnel administratif. À 2 niveaux. Bon, les coûts directs, évidemment, les frais de recrutement, les frais d'intégration, qui ne sont pas négligés, mais les coûts indirects aussi, qui sont plus difficiles à quantifier, mais qui ne sont pas mésestimés. Il y a une perte de productivité, bien évidemment, quand ces salariés partent. C'est en général des membres importants de l'équipe qui encadrent, qui font de la recherche. Donc, il y a possiblement une démotivation du reste de l'équipe, du reste des salariés. Et puis surtout, bon, ce sont des profils qui sont engagés sur des projets à long terme. Et donc, évidemment, le projet en est perturbé. En général, ça entraîne des retards et donc des coûts supplémentaires. Ce qui est dommage au niveau de... Il faut vraiment avoir des équipes qui vous accompagnent au niveau de ces recrutements. Parce qu'en plus, notre coût moyen ici en France de l'intégration d'un ingénieur ou d'un chercheur est vraiment très, très bien placé mondialement. On est dans le top 10, justement, grâce à des dispositifs comme le crédit impôt recherche. Donc, c'est encore plus dommage de se priver de ce type de compétences. Si tu peux passer, Jérôme. Alors, bien évidemment, nous accompagnons les entreprises à recruter ce type de profil. Notre méthodologie, eh bien, une des particularités de notre cabinet, et c'est ce qui fait la force aussi de notre méthodologie, c'est que tous les recruteurs ont eu une expérience industrielle en amont du recrutement. Donc, ça nous permet évidemment, dans un premier temps, de qualifier le besoin. On qualifie avec les entreprises, on rencontre les personnes qui sont chargées de recrutement au sein des entreprises et on qualifie le besoin avec elles à 360 degrés. Donc, notre background professionnel et technique nous permet d'abord de bien comprendre leurs besoins et de mettre en place déjà à ce niveau-là un vrai accompagnement. C'est-à-dire, parfois, il est nécessaire de recadrer le besoin parce que les personnes ne se rendent pas compte du type de profil exact dont ils peuvent bénéficier. Donc ça, c'est important. La qualification de besoin fait déjà la moitié du recrutement. Un besoin bien qualifié, c'est un bon recrutement assuré. À la suite de ce qualificatif à 360 degrés, donc évidemment, quand je dis 360 degrés, c'est sur le plan technique, mais pas que. Il s'agit quand même d'intégration dans des équipes. Donc, il y a un aspect RH qui est aussi très important à intégrer. À la suite donc, de cette qualification, eh bien, on part en recherche sur du sourcing et de la chasse aussi, sur un niveau national et international. Et puis, tous les profils qu'on considère correspondre aux paramètres de recherche des personnes, eh bien, on les reçoit, nous, en entretien pour les qualifier. Donc, c'est un premier niveau de qualification technique et aussi sur un côté RH. À la suite de cette évaluation, si nous, on considère que le profil est vraiment d'intérêt pour vous, eh bien, on effectue une synthèse de l'entretien qu'on a eu qui vous permet d'avoir une première vision de cette personne, voir ses points forts, les points d'attention aussi, et puis ses capacités d'intégration ou de management, selon le type de projet que vous voulez accomplir. Ensuite, bien évidemment, le recrutement bascule dans les entreprises. On transmet donc ces candidatures, comme je viens de vous le dire, avec cette synthèse et le CV de la personne. Et puis, on accompagne aussi ce recrutement, si besoin, si demande, en fait. On est capable d'accompagner aussi la personne qui est chargée du recrutement dans son entreprise. Cette typologie de profil est très particulière. Souvent, on a affaire à des recruteurs en entreprise qui n'ont pas trop l'habitude ou qui ne savent pas comment aborder un entretien avec des profils docteurs ou ingénieurs de recherche. Donc, on est aussi là pour les accompagner au sein des entretiens. Et ça va jusqu'à un suivi d'intégration, c'est-à-dire que ces personnes, pour favoriser au plus possible l'intégration de ces personnes, et donc je reviens sur la fidélisation au sein de l'entreprise, eh bien, on assure un suivi d'intégration qui permet de faire le lien entre ce salarié, ce nouveau salarié et l'entreprise, si besoin, afin de fluidifier au maximum l'intégration. Voilà, Jérôme, tu peux passer au slide. Donc, on parlait de sourcing et de chasse. Effectivement, on a un positionnement qui est vraiment très intéressant
au niveau de l'écosystème, hein, que ce soit par rapport au pôle de compétitivité, mais aussi bien évidemment au monde académique, hein, aux organismes de recherche et de formation, également par rapport à nos positionnements sur les structures territoriales. Ce positionnement nous permet de faire un maillage complet de l'écosystème pour eh bien, attirer dans un premier temps, mais aussi recruter des profils qui correspondent exactement aux besoins des entreprises. Voilà, tu peux passer à la slide suivante. Alors, on parlait évidemment de financement et de dispositifs incitatifs pour le recrutement de docteurs, hein. Donc voilà un exemple. Donc, je voudrais peut-être faire on parle de jeune docteur, hein, pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Un jeune docteur est une personne qui a eu son doctorat, donc qui dispose d'un diplôme de doctorat, et qui n'a pas eu de CDI après son doctorat. Donc, ça peut être des personnes qui enchaînent des post-docs, donc des CDD, pendant plusieurs années même. Voilà, donc tant qu'il n'y a pas eu de CDI, c'est toujours considéré comme jeune docteur, c'est un statut. Voilà, ça n'a aucun lien avec l'âge. Donc, un salarié jeune docteur qui est engagé dans une entreprise, bon, on prend le cas là sur un salaire chargé de 70 000 euros. On considère que son temps passé sur les activités de R&D représente 95% de son temps. Donc, ces 95% sont calculés déjà sur le doublement de ce salaire chargé, ce qui donne une somme. Ensuite, à cette somme, on ajoute les calculs les frais de fonctionnement, qui sont là aussi doublés par rapport à un salarié, entre guillemets, normal. Donc, ils sont calculés à 86%. Cette somme est rajoutée donc à la première. Et le crédit impôt recherche donne un montant à l'entreprise qui est valorisé à 30% de ce montant total des dépenses sur le personnel déclaré en tant que docteur. Donc, vous voyez, par exemple, sur un salarié jeune docteur, hein, sur les 2 premières années d'exercice, en fait, ce salarié ne vous coûte rien et vous rapporte même environ à peu près 120% de la masse salariale. Il y a aussi le dispositif CIFRE, où là, par contre, c'est une personne qui n'a pas encore de doctorat, donc qui a un master, bien évidemment validé, et qui veut avoir un doctorat. Donc, il est engagé par une entreprise pour obtenir ce doctorat. Donc là, dans ce cas-là, c'est aussi un dispositif qui est quand même très incitatif, puisque on parle là, par contre, d'un salaire chargé à 30 000 euros. On considère là, par contre, que cette personne passe 100% de son temps sur de la R&D. Là, par contre, le salaire n'est pas doublé, mais donc, ses frais de fonctionnement sont calculés. On considère qu'il va passer 43%. Les frais de fonctionnement sont calculés à 43% de ce montant-là. Qui sont ajoutés. Par contre, la RNRT donc, donne à l'entreprise 14 000 euros par an. C'est une subvention qui permet d'alléger la charge. Donc là aussi, en termes de crédit impôt recherche, donc c'est un peu plus allégé, mais donc c'est une aide qui n'est pas négligeable pour pouvoir intégrer des salariés docteurs et chercheurs donc, dans les entreprises. Donc, c'est les 2 types de dispositifs au niveau d'un recrutement qui vont vous aider, vous, en tant qu'entreprise, à intégrer ce type de profil sur vos recherches, sur vos projets de recherche. Jérôme, tu peux passer à la slide suivante. Donc là, je pense que je passe la main à peut-être toi, Jérôme, ou je ne sais pas, Mathieu. Oui, si tu veux, là, Bonsoir encore, Mathieu. J'ai Oui, juste donc, une question, mais je ne sais pas si elle est sur le recrutement. Je pense que c'était peut-être avant. C'était sur la partie R&D et l'open source de Niels. Et on n'a pas précisé la question, mais il y avait une question sur... C'est un peu vague, là, comme ça. Donc, Est-ce que Niels, tu peux juste préciser ta question et si tu veux ouvrir ton micro, n'hésite pas à nous partager ta question. Ah, allô, vous m'entendez? Oui. oui. Ah, bonjour, excusez-moi, j'avais le micro Non, pas de coupé. souci. Merci pour la présentation. J'ai une question qui concerne justement le financement R&D. Donc effectivement, bon, bah, comme toute entreprise, on a en tout cas la volonté de développer des choses et on développe notamment, nous, ce qu'on appelle des toolkits
technologiques, sauf que ce n'est pas uniquement des technologies qui sont propres à notre entreprise, parce qu'on a vocation à ouvrir en fait ce toolkit de manière open source. Donc nous, on développe 80% de nos applications sur ce toolkit et en fait, on veut le rendre gratuit à disposition avec toute la documentation qu'il y a. Néanmoins, de notre côté, on a quand même des experts qui travaillent sur ce domaine et on voudrait ça. Enfin, moi, je m'interroge sur le fait que voilà, il y a quand même un côté où en faisant ça nous aide à développer nos applications, mais en le rendant accessible à tous gratuitement pour développer des applications, ça a quand même du sens. Et est-ce que c'est un critère, par exemple, qui pourrait rentrer dans un financement particulier ou voilà. Oui, alors du coup, sur cette partie-là, par exemple, sur le dispositif Econum, il y a la notion de bien commun. Donc, concrètement, vous pouvez présenter sur ce dispositif-là des projets dont l'objectif, ça va être de créer des données, à partager, à une filière. Voilà. Donc, D'accord. je pense que vous pouvez tout à fait, de ce que je comprends, dans les grandes lignes, vous inscrire, en tout cas partiellement, sur cet item-là. Et ça mériterait peut-être qu'on en parle plus en détail Oui, lors tout d'un à point qu'on fait. pourra convenir par la suite si vous le souhaitez. Ouais. Mais en tout cas, c'est possible. Voilà, la notion de bien commun est mise en avant et sera favorisée, en tout cas sur ce dispositif économique notamment. D'accord. Merci. Ouais, puis- Alors, mais du coup, je reprends avec la partie facteur clé de succès. Là, ce qu'on voulait vous donner, c'est les messages clairs à retenir si vous cherchez à monter un dossier de demande de financement. Euh, donc le premier point, c'est penser à anticiper. Voilà, monter un dossier, ça prend plusieurs semaines avant la date butoir. Donc c'est un point important. Dimensionner aussi votre besoin en fonction de votre état de développement. Il y a différents dispositifs qui vont adresser différentes étapes de vie d'un projet, de la partie étude de faisabilité au développement d'un démonstrateur ou aux premières étapes de l'industrialisation et de commercialisation. Et donc voilà, il faut finalement dimensionner son projet en fonction de son étape de vie, j'ai envie de dire. Et le troisième point, c'est structurer votre dossier. Évidemment, là, on est là évidemment pour vous aider sur ces sujets-là. Il faut au préalable avoir un business plan, on va dire, le plus concis et clair, le plus percutant possible, avoir clairement identifié la problématique que vous adressez, la solution que vous mettez pour répondre à cette problématique-là. Euh, Finalement, qu'elle soit, on va dire, la plus attractive possible, avec des axes de différenciation forts et en rupture comparée à l'existant, et avec des impacts attendus d'un point de vue économique et environnementaux et sociétaux conséquents. Donc, c'est vraiment ça, finalement, la structuration classique qui va être attendue. Et le mieux vous avez déjà, enfin, le plus tôt vous préparez ces éléments-là, le plus efficace et le plus pertinent et meilleurs seront vos taux de succès sur le dispositif de financement. Et évidemment, donc n'hésitez pas à faire appel à des structures pour vous accompagner sur ces demandes-là, vous avez compris, pour identifier les dispositifs, connaître la meilleure opportunité pour vous et vous aider à, on va dire, à optimiser les succès que vous aurez dans vos demandes de financement. Voilà. J'arrive peut-être sur la partie Donc là, recrutement. Oui, oui. Ouais. ouais, je vais reprendre la main là-dessus. Donc, par exemple, pour vous donner une idée du type de projet sur lesquels on travaille, ce premier cas, donc c'est une ESN, hein. En fait, la situation, le contexte, c'est un groupe qui aide les entreprises essentiellement à maîtriser l'empreinte environnementale, hein, de leur système d'information, qui avait abandonné la R&D parce que bien il y avait une montée en charge des projets qui fait que les équipes ont dû aller vraiment sur le terrain. Par contre, le CEO de ce groupe veut réintégrer maintenant la R&D sur deux piliers essentiels, donc le numérique responsable, avec trois axes, hein, la mesure et le modèle d'impact, pour étalonner et créer des formules de simulation, pouvoir simuler l'impact énergétique, hein, sur les différents systèmes. Le deuxième axe, c'est évidemment l'éco-conception, pour la création d'outils, hein, pour assurer les déploiements de services numériques sur des infrastructures cloud ou autres. Ça peut aller aussi jusqu'à
des développements, hein, des frameworks et des méthodes de développement particulières, et un dernier axe sur le cycle de vie des produits. Et le deuxième pilier qu'il veut mettre en place au niveau de la R&D, c'est celui de l'intelligence artificielle, mais dans un domaine très particulier, c'est celui de la production informatique. Donc, les équipes de production IT sont les équipes qui gèrent le fait que les systèmes restent up and running, système, réseau, application. Le système d'entreprise reste up and running. Donc, voilà, pour ce faire, en fait, il est venu vers nous pour bien engager donc un docteur, enfin dans un premier temps en tout cas un docteur qui va s'occuper de remonter avec les équipes terrain les axes de R&D, ou dégager en tout cas des axes de R&D des projets terrain, de travailler sur ces axes, de les développer et de fournir une solution qui sera appliquée directement sur le terrain. À moyen terme, donc, c'est mettre en place une équipe. Bon, il y a un premier recrutement sur un docteur, mais à moyen terme, ça serait mettre en place une équipe de 2, 3 jeunes docteurs qui travailleraient sur ces problématiques terrain pour remonter les axes de R&D et les réappliquer ensuite aux clients. Et puis par la suite, engager un autre profil un peu plus senior, docteur toujours, qui serait capable donc de manager, d'encadrer cette équipe et surtout d'amener une expertise sur les partenariats à mettre en place au niveau de la R&D et les financements aussi. Donc voilà, ça c'est un premier type de recrutement que nous faisons pour ce groupe, qui était un cas assez intéressant parce que c'est vraiment lié au numérique responsable. Le deuxième cas que je voulais vous présenter, là c'est une entreprise privée, donc beaucoup plus petite entreprise, hein, une vingtaine de salariés. Par contre, très innovante, puisqu'elle met en place un système décisionnaire. Bon, je ne peux pas en parler vraiment beaucoup parce que le projet est assez confidentiel, mais en tout cas, l'innovation vient du fait que ça utilise le machine learning avec une possibilité de réduction de l'empreinte carbone jusqu'à 97%, parce que en fait, tous les traitements se font en mémoire. Je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Donc, alors, l'entreprise a développé bien évidemment un POC avec des docteurs. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le premier développement de POC et de validation en entreprise a été fait avec 2 docteurs qu'on avait déjà recrutés pour eux. Et ils sont revenus vers nous parce que maintenant, ils arrivent à une phase d'industrialisation. Ils ont besoin de 3 profils docteurs toujours pour passer à l'échelle. Donc voilà, ils sont revenus vers nous étant très contents des profils qu'on leur avait proposés parce que le domaine était vraiment très, très spécifique et très pointu. Donc des profils pas faciles à trouver, en tout cas l'expertise n'était pas facile à trouver. Donc très contents de l'intégration et du travail effectué, ils sont revenus vers nous pour 3 postes supplémentaires, chacun spécialisé dans un domaine particulier pour le passage à l'échelle pour cette phase d'industrialisation. Voilà un deuxième exemple dont je voulais vous parler pour le type de projet que vous pourriez avoir en innovation. Merci beaucoup, Jean-Yves. Anaïs, tu voulais faire un petit rappel sur l'accompagnement sur le label numérique. Oui, de c'est Digital aussi, 113. ça fait partie, en fait, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a un label numérique responsable qui a été mis à disposition par l'agence Lucie et par tous les organismes qui étaient reconnus. Et aujourd'hui, on accompagne pour se former et pour passer cette audit et être certifié niveau 1. Donc, c'est une formation sur 3 jours avec 2 jours en présentiel et une journée en individuel avec notre partenaire ISIA qui s'occupe de la formation. On a 2 sessions qui arrivent, une le 13 décembre à Montpellier et une le 16 janvier à Toulouse. Donc, si jamais vous avez des besoins, ça fait partie aussi de structurer sa démarche numérique responsable. Et il y a aussi des aides, comme on a parlé Mathieu, mais il y a des aides aussi pour accompagner cette formation, notamment via vos OPCO, mais aussi via l'ADEME. Il y a des possibles aides. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'était un petit point en plus dans ce webinaire. Merci beaucoup, Anaïs. Donc, pour conclure sur tout ce qui s'est dit durant ce webinaire, avant de passer aux questions-réponses, la transition est parfaite. Est-ce que tu viens de dire, Anaïs, déjà, comme a bien mis en avant Mathieu tout à l'heure, l'idée, c'est de vraiment anticiper tout projet qui pourra être lancé dans les mois ou les années à venir au sein de vos structures.
Vous êtes bien accompagné par le cluster Digital 113 qui peut vous aider à structurer votre démarche label avec le label numérique responsable, mais la démarche Green IT au sens large. Il n'y a pas besoin, alors ce qu'on voudrait aussi vous faire passer comme message, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir non plus un road mapping ultra précis. On peut déjà étudier ces sujets-là quand vous avez des ressources à disposition, donc des ressources financières, des capitaux propres, comme le disait Mathieu, pour pouvoir aller chercher des aides et subventions, un budget de recrutement à minima pour pouvoir aller chercher des ressources humaines sur le projet Green IT que vous voulez mettre en place. Après, si vous voulez rechercher des partenaires, comme vous avez dit, vous avez le cluster, vous avez des écosystèmes qui vous permettent de trouver des partenaires. Nous, on peut le faire aussi avec notre organisation qui s'appelle Layton Connect pour vous mettre en relation avec nos clients ou notre écosystème proche qui peut avoir des thématiques très proches des vôtres. Donc, c'est des choses qui peuvent se co-construire avant de se dire, allez, je me lance et on va aller regarder ce qui existe en cartographiant les financements qui sont en cours ou qui vont être activés dans les mois à venir. Et là, comme le disait Mathieu, l'équipe Layton peut vous accompagner sur cette cartographie des aides qui correspondent au projet que vous avez pour projet mettre en place. Donc l'idée, c'est d'une fois une fois qu'on a prévu, on va dire, un peu cette échelle du temps, c'est de commencer en parallèle à étudier des profils à recruter. Et là peut intervenir donc, des cabinets de recrutement spécialisés comme Science Me Up pour étudier les profils qui pourraient être les plus adéquats avec déjà la dimension du projet, la durée du projet. Puisque ça, par exemple, une thèse CIFRE, ça engage d'avoir un projet quand même de longue durée. Un jeune docteur, le statut dure 2 ans. Mais après, l'idée, c'est de faire évoluer ces profils-là sur des profils de management ou des gros chargés de projet R&D. Donc, tout ça, ça s'anticipe également. On parlait de retour d'expérience tout à l'heure. On a eu un peu les facteurs clés de succès pour vraiment optimiser le côté financement par-delà des subventions ou un mix avec de l'avance remboursable et des retours d'expérience concrets sur des sociétés de toute taille. On a vu le cas d'une ESN et d'une plus petite structure. L'idée, c'est que les sujets se voient conjointement. On a l'habitude d'intervenir en même temps avec les équipes de Science Lab pour le recrutement et les équipes de Mathieu sur la partie financement, puisque je dirais l'un ne va pas sans l'autre. Donc, vous voyez, sur cette deuxième étape, composer son équipe R&D, elle peut être menée en même temps que la recherche des financements. Et on peut intégrer déjà les profils qu'on souhaite recruter dans le projet à présenter à un guichet pour aller chercher de l'aide et subventions. Donc, une fois qu'on a obtenu cette partie aide et subventions, eh ben, on passe au plus concret, au plus intéressant, c'est réaliser les travaux, c'est avancer à accélérer les projets donc Green IT qui ont été initiés auparavant. Peu importe leur durée, ça va toujours de pair avec les financements type crédit d'impôt recherche innovation, IP-Box, quand il s'agit de mettre en place sur le marché un produit sous licence ou sous format SaaS. Donc, il y a des choses à faire aussi par la suite. Quand on met cette échelle de temps, c'est pour vous dire que ça ne se... Tant que le projet ou le produit ou le service n'est pas arrêté, les financements sont cumulables et peuvent se pérenniser. En plus, on peut avoir plusieurs phases, on va dire, de R&D et de pourquoi pas aussi agrandir l'équipe R&D ou aller chercher des aides un peu plus importantes au niveau national en fonction de la dimension de la maturité du projet. Donc, c'est un peu une échelle infinie. En tout cas, si vous avez des questions, on est pile poil dans le timing qu'on a à peu près respecté. J'espère que c'est bien plus clair pour vous, du coup, sur les possibilités en termes de financement et recrutement à moindre coût sur vos projets Green IT. Je pense que tu avais aussi des questions qui avaient été envoyées, pas uniquement sur le chat, mais par mail, Anaïs. Donc, n'hésite pas à nous les partager et vous, n'hésitez pas à réagir en Mais je live. pense que tu as répondu à l'une des questions. C'était plutôt comment s'articulent les aides et subventions par rapport au CIR ou au C2I, en fait. Mais je pense que tu y as un peu répondu à l'instant. Ok. Alors, sur cette question-là, je ne sais pas si Mathieu, tu veux intervenir pour expliquer un peu
Comment s'imbriquent les deux? Oui, très rapide. En fait, vous avez compris que le crédit impôt recherche va, lui, s'activer une fois que les travaux sont réalisés, donc sur les dépenses intérieures. La partie aide directe et des subventions doit se faire en amont du dépôt, et donc vous avez un préfinancement des dépenses. Voilà, ça qu'il faut retenir. Néanmoins, sur un même projet, on peut cumuler les deux, crédit impôt recherche plus aide et des subventions. Et juste une petite, on va dire, s'il y a un cumul, il faut juste déduire du montant éligible au crédit impôt recherche l'aide obtenue sur la partie des subventions. Voilà, c'est un petit calcul à faire, mais dans le cumul, vous serez toujours gagnant, voilà, en termes de taux global de financement de votre projet. Et évidemment, nos équipes peuvent vous accompagner sur ces cas un peu particuliers, quoi. Voilà. D'accord. Ok, bah, merci. Après, je pense que c'est plutôt par rapport à Jean-Yves, à son intervention, c'est quels sont les séquencements et les actions pour la mise en place d'une thèse CIFRE, en fait. OK. Quel est le séquencement en fait, des actions Effectivement. Donc, alors, une thèse de chiffre, c'est un contrat tripartite, en fait, hein, entre une entreprise qui a un projet de recherche, un salarié qu'elle va intégrer pour qu'il travaille sur ce projet, et donc, ça sera l'objet de la thèse. Donc, ce salarié qui a un diplôme de master veut préparer un doctorat. Et puis ensuite, il y a aussi donc une convention à mettre en place avec un laboratoire de recherche académique qui, lui, va encadrer les travaux du salarié doctorant sur le plan technique. Donc voilà, c'est un contrat tripartite entre une entreprise, ce salarié, futur docteur, et ce laboratoire de recherche. Donc, évidemment, ce doctorant, donc, hein, ce salarié est appelé un doctorant puisqu'il n'a pas encore de doctorat. Lui va consacrer 100% de son temps sur de la recherche, hein, pour l'entreprise, partagé évidemment entre cette entreprise et le laboratoire académique auquel il est rattaché. Donc, il bénéficie, l'avantage de ce type de formation, c'est qu'il bénéficie d'une formation à la fois académique et professionnelle. C'est quand même important pour sa montée en compétences. Le premier step, c'est que, bon, évidemment, l'entreprise doit d'abord définir un projet de recherche, hein, bien évidemment, et trouver un laboratoire qui adhère à ce projet. Donc, l'entreprise et le laboratoire établissent, dans les 6 mois qui suivent à peu près le début de la thèse, on appelle la thèse de CIFRE, un contrat de collaboration de recherche qui stipule en fait les conditions de déroulement du partenariat. Donc, méthodologie de recherche, les lieux d'exercice, est-ce que le doctorant sera plutôt en entreprise ou plutôt en laboratoire, ou quel est le pourcentage de partage. Les questions de confidentialité aussi, de propriété intellectuelle, enfin bref, ils mettent en place des conditions de collaboration. Ça, c'est le premier step. Le deuxième step, donc le projet est présenté à un comité d'évaluation et de suivi qui est présidé par l'ANRT, donc l'Association nationale de recherche et technologie. Ce comité se réunit en fait une fois par mois pour sélectionner les demandes CIFRE. Donc, il y a une validation du projet qui est proposé par l'entreprise et le laboratoire. À la suite, donc, si ce projet de recherche est validé, eh bien, l'ANRT donc, contracte avec l'entreprise ce qu'on appelle une convention industrielle de formation par la recherche. C'est pour ça qu'on appelle ça une thèse CIFRE, sur la base de laquelle, donc, la fameuse subvention de 14 000 € dont je vous parlais, qui n'est pas assujettie à la TVA, c'est aussi important à savoir, elle est attribuée à cette entreprise chaque année. Donc, au niveau séquencement dans le temps, alors soit l'entreprise recrute le salarié en CDI, ou sinon, si elle veut recruter le salarié en CDD, il faut que ce soit au moins, de toute manière, un contrat de 3 ans minimum, et avec un salaire d'embauche qui est au moins égal à 23 484 €. Voilà. Voilà les conditions pour mettre en place une thèse. Il faut que la personne soit... Enfin, il faut l'embaucher après avoir eu les validations, du coup. C'est ça? Alors, disons que, en tout cas, on peut l'embaucher en cours de validation ou pour être vraiment sûr après une validation. Oui, c'est quand même le séquencement est plus logique après validation par la NRT. Voilà, il faut juste prendre en compte à ce moment-là les délais, puisque la NRT traite les dossiers au fur et à mesure et ils sont assez nombreux. Donc, il ne faut pas mésestimer le délai pour ce type de recrutement. Mais en tout cas, oui, c'est plus sûr de le faire après validation par la NRT.
En général, bon, une fois que le dossier est présenté, on peut estimer un délai entre 1 et 2 mois de validation. Donc, le recrutement, par contre, peut se faire en parallèle, puisque nous, effectivement, par rapport aux caractéristiques du projet de l'entreprise et aux paramètres de recherche, on peut tout à fait commencer un recrutement pour proposer des candidatures. C'est quand même mieux à faire pour que, justement, à validation, le projet et les recherches puissent commencer directement. Ok, merci. Parfait, merci. Pas d'autres questions dans le chat ou Non, et je de pense votre avis? qu'on a perdu pas mal de gens qui sont partis, mais au moins on aura le replay et je vais Oui. envoyer la présentation. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Si jamais les derniers participants ont des questions, n'hésitez pas. Ou voilà, si jamais Mathieu ou Jean-Yves ou Jérôme, vous avez quelque chose à dire avant qu'on coupe, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais Enfin, vous- j'ajouterais c'est moi simplement, voilà, c'est bon, comme le d'accord. disait Jérôme, ça je tiens vraiment à souligner, un projet de recherche R&D, c'est malheureusement, qui ne se fait pas, c'est malheureusement souvent par une méconnaissance de tous les mécanismes de financement. Je le constate régulièrement dans les entreprises qui nous contactent pour du recrutement. Ils sont étonnés de tous les moyens dont on dispose. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir s'accompagner justement de groupes comme Layton et avec la filiale Sciences MiUp, parce que effectivement, donc là, les dispositifs sont nombreux et méconnus de la plupart des entreprises pour l'aspect financement. Et en termes de recrutement, ce sont des recrutements très, très particuliers. Et on se rend compte, nous, en tant que recruteurs, que beaucoup d'entreprises qui ont pourtant des spécialistes de recrutement en interne hein, dans leurs locaux ne sont pas suffisamment spécialisés pour qualifier, en tout cas déjà techniquement, les salariés et le type de profil dont ils ont besoin pour souvent des projets de R&D assez pointus. Donc, c'est important de se faire accompagner, comme dans tout domaine, hein, je pense, il faut savoir peut-être faire une analyse suffisamment objective de sa situation pour se dire, bon, ben voilà, là, j'ai besoin d'un accompagnement. J'ai un groupe qui est à ma disposition à la fois sur les aspects financiers et sur les aspects recrutement. Eh bien, ça vaut le coup au moins de prendre de l'information pour voir si je peux bénéficier de cet accompagnement. Et en tout cas, c'est très bénéfique d'expérience. Donc, ça fait 5 ans que j'ai intégré Sciences MiUp et le groupe Layton. On a, sur tous les profils qu'on a fait recruter sur de la R&D, eh bien, 96 à 17% des profils sont restés en entreprise. Donc, ce qui veut dire que petit à petit, enfin, les entreprises françaises prennent connaissance du bénéfice à tous les niveaux d'ailleurs, hein, financier, mais technique aussi, et au niveau présence, compétitivité, présence sur le marché, le bénéfice de ce type de profil et d'accompagnement. Ça, c'est important. Merci pour ces précisions, Jean-Yves. Donc, comme on tient encore à le rappeler, on est à votre disposition. Je remercie Digital 113 donc, pour l'organisation de ce webinaire sur une thématique plus que d'actualité. Vous pouvez passer, donc je vous laisse mes coordonnées si vous voulez passer par moi pour toutes questions qui peuvent arriver par la suite ou quand vous regardez le replay. On a édité un livre blanc en tout début d'année aussi qui est consultable sur notre site internet, qui a un lien avec cette thématique du jour sur l'impact des entreprises jusqu'en 2025. Donc, on a co-créé avec French Fab, BPI France notamment. Donc, je vous invite à le consulter. J'enverrai D'ici le là, lien aussi, si tu veux. merci à vous pour votre présence. Et puis, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Anaïs, je te laisse clôturer. Tu as très bien clôturé. Merci à tous. Bon appétit. Merci. Et merci aux intervenants, Mathieu, Merci. Avec Jean-Yves plaisir. et Jérôme, bien sûr. Merci à Merci à toi, vous. Anaïs. À Merci. Au revoir. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.